Salut à tous, c'est Bourichon, on se retrouve pour l'analyse de la 15e journée du top 14. Sans plus tarder, on commence par le premier match de samedi, à savoir Toulouse qui recevait Montpellier. Bon, c'était un match avec des conditions de jeu difficiles, notamment à cause de la pluie et le vent. Mais malgré tout, en première mi-temps, on a vu des équipes qui tentaient beaucoup, qui étaient plutôt entreprenantes. Mais bon, avec ce temps dégueulasse, forcément elles commettaient beaucoup de fautes. Et avec ce temps-là, c'est plutôt Montpellier qui s'en est mieux sorti dans un premier temps, avec notamment une occupation qui était un petit peu au-dessus de celle des Toulousains, avec notamment Hogg, Boutier ou encore Reinhardt, et c'est pour ça qu'ils mènent assez logiquement 3-0 à la mi-temps. Cependant, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup trop de ballons jetés lorsque Montpellier avançait, et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait de quoi marquer un voire deux essais sur cette première mi-temps. Après, du côté de Toulouse, c'était un peu pareil, il y a eu pas mal de ballons jetés. Ça s'est notamment vu sur l'essai refusé à Linouchi, où on a Rodrignetti qui fait une passe pour Linouchi. Mais ils ont su rectifier le tir en seconde période, à l'inverse des Montpelliérains. Ils ont notamment marqué 3 essais de, on va dire, 80 mètres, avec beaucoup de passes, beaucoup de jeux debout. A noter aussi que la mêlée de Montpellier a été moins forte que d'habitude, ce qui ne leur a pas permis de tenir leur rang en seconde période. Et enfin, sur ce match, on peut dire qu'on voit une différence de philosophie entre les deux équipes. On sait que Montpellier a un jeu plutôt restrictif, et ça se voit notamment avec ses essais, qui sont des essais d'avant. Alors que Toulouse, on les connaît, c'est des joueurs, c'est des personnes qui adorent faire vivre le ballon, et leurs 3 essais en attestent. On continue avec le multiplex, et d'abord Vannes qui recevait le Stade Français. Alors je pense que ça peut être un des matchs références pour Vannes pour la suite de la saison. Tout simplement parce que dès la 4ème minute, ils ont été réduits à 14 avec le carton rouge de Seili. Et pour autant, ils arrivent à gagner le Stade Français, et ils étaient même à 2 doigts de leur enlever le bonus défensif. Ils ont su trouver les ressources pour battre un concurrent direct pour le maintien, et en plus, si ça avait été une défaite pour Vannes, là je pense qu'on aurait pu dire qu'ils étaient condamnés à descendre en Pro D2. Pour une fois, ils ont su être réalistes en prenant les points avec un Maxime Lafage qui, de mémoire, a été à 100%, ou presque. Mais pour autant, même à 14, ils ont essayé de produire du jeu. Ça s'est notamment vu sur cette magnifique combinaison en seconde période, sur une pénalité jouée rapidement à la main, avec l'essai de Gorissen. Bon, côté Stade Français, c'est une nouvelle copie terne, sans véritable jeu de ligne. De plus, on a une défense qui est friable, et une indiscipline qui est chronique. Ils prennent 3 cartons sur ce match, dont un rouge. Surtout face à une équipe qui était à 14 dès la 4ème minute, je le répète. Et ça ne doit pas arriver quand on est une équipe avec un effectif aussi important que celui du Stade Français. C'est fou, mais à travers ce match, j'ai l'impression en fait que les Parisiens en général, ils ont moins de certitude que Vannes. Et je m'inquiète vraiment pour eux pour la suite de la saison. L'autre équipe de l'Île-de-France, c'est le Racing qui recevait Castres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que eux aussi sont inquiétants. Encore une fois, les joueurs, ils ont rendu une copie plus que médiocre. On a eu aucun jeu collectif durant tout le match, seulement quelques individualités qui ont sonné la révolte. Je pense à Tuisova, Teder, Abossi ou encore Daimani, mais ils étaient bien trop seuls. Le reste de l'équipe était complètement absent. Il y avait notamment une charnière qui était à la ramasse, à savoir Lebaille et Farrell. Franchement, ils ont été nuls tous les deux. A noter quand même que la rentrée de Gibert a fait un peu de bien, a un petit peu plus dynamisé le jeu du Racing. Du côté de Castres, forcément, c'est une victoire qui leur permet de se relancer dans la course à la qualification. D'un point de vue stratégie, avec cette pelouse synthétique et ce stade de l'Arena, les Castrés ont voulu déployer beaucoup de jeux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a payé. 6 essais en tout, certes 2 refusés, mais globalement, c'est 6 essais de 3 quarts. Et avec tout ça, je pense que Castres peut même regretter de ne pas avoir le bonus offensif à la fin de ce match, parce que je trouve qu'ils ont vraiment marché sur le Racing pendant du moins 50-55 minutes. Et s'ils avaient su tenir leur rythme, garder leur rang, ils seraient repartis de la Paris La Défense Arena avec un point supplémentaire. Mais bon, ça reste quand même la première victoire à l'extérieur de la saison pour Castres, donc ils peuvent en être satisfaits. Le 3e match de ce multi, c'était Pau qui recevait Clermont. En première mi-temps, c'est clairement Clermont qui a les occasions, qui est dans l'avancée et qui domine. Dès la première action, où on a un renvoi très mal négocié par les Palois, et Delgui prend le ballon et crée une première action dangereuse d'entrée pour les Clermontois. On a donc des Jeunards qui sont joueurs, mais cependant, ils sont imprécis en bout de course. Sur la première mi-temps, ils sont rentrés vraiment beaucoup de fois dans les 22, pour 0 point marqué. Surtout qu'en plus, Anthony Belot n'était pas en réussite, donc ils arrivaient même pas à marquer des pénalités. Et ça, je pense que ça les a beaucoup fatigués pour la seconde mi-temps. Parce qu'en effet, en seconde mi-temps, la section, elle s'est réveillée. Bon, ils n'ont pas cherché à réinventer le rugby, ils ont fait un jeu restrictif, mais efficace. Notamment basé sur l'occupation, avec leur doublette Simons-Maddock, qui a fait un très bon match. Ça fait longtemps que ces deux-là n'avaient pas été à un aussi bon niveau. De plus, avec des conditions qui étaient horribles, et un terrain qui était franchement pas digne du top 14, les Palois se sont vachement concentrés sur le combat, et c'est ça qui a fait la différence, parce qu'ils étaient beaucoup plus agressifs que les Clermontois. Et donc leur jeu d'avant était l'une des clés
qui leur a permis de gagner ce match. Clermont ne repart même pas avec un point de bonus défensif, et ça je pense qu'ils peuvent regretter avec tous ces points laissés au pied par Belot, Purda, Pileta, parce qu'avec ne serait-ce une pénalité de plus, c'était un point dans la poche. Enfin, le dernier match du multi, c'était un match assez terne, c'était l'USAP qui recevait Bayonne. Bon, comme je disais, c'était terne, il y a eu très peu d'envolées, j'en ai noté une seule, à savoir l'essai des Cochards. Sinon, c'était une avalanche de catastrophes techniques, c'était très faible, franchement, que ce soit le nombre d'en avant, les touches ratées ou l'indiscipline, des deux côtés, c'était pas digne du top 14. Et si on se concentre sur la stratégie, on peut remarquer que les deux équipes avaient plutôt la même, à savoir une occupation meilleure que celle de l'adversaire, et une grosse défense au centre du terrain. Bon, ça, globalement, les deux équipes l'ont respecté. Et on avait d'ailleurs deux triplettes de chaque côté qui étaient en charge de garder ce plan de jeu. D'un côté, pour l'USAP, on avait Ekochar, Alan et Ocagne, et de l'autre, on avait Machno, Lopez et Tiberghien, qui avaient pour but d'occuper un maximum avec leur jeu au pied assez long. Et ce qui a permis à Perpignan de gagner, la différence, en fait, elle s'est faite sur la réussite face au perche. Parce que Bayonne a manqué beaucoup de points au pied avec Lopez ou Tiberghien. Bon, certes, Perpignan n'a pas forcément été meilleur dans ce domaine, vu que Ocagne et Alan en ont manqué une en début de match, mais il y a quand même plus de points qui ont été ratés pour Bayonne. On arrive sur le match de samedi soir, à savoir l'UBB qui recevait Lyon. Bon, clairement, c'est une énorme surprise qui a eu lieu à Chaban. Déjà, c'est une victoire qui est historique, puisqu'ils n'avaient pas gagné à Bordeaux depuis 2008, ils n'avaient jamais gagné en top 14, et on peut dire qu'ils ont fait un sacré match pour amener cette victoire. Ils ont quasiment jamais été transpercés, à part en fin de match par Tapoy, mais sinon leur rideau défensif était très épais. Et puis même la réorganisation défensive en général elle était parfaite puisqu'ils ne se consommaient pas du tout dans les rucks. Ils laissaient les Bordelais y aller. Et comme les Bordelais avaient un défaut de vitesse sur ce match, et ben forcément il y avait des surnombres défensifs pour les Lyonnais. Et sur l'homme, ils ont été plus agressifs, plus dominants que les Bordelais. Si on rajoute à ça un opportunisme, notamment grâce à Nignashvili sur son premier essai, Lyon a fait le match parfait à l'extérieur. Côté UBB, je trouve que dans la tête, ils ont été trop naïfs. Je vais parler de cette dernière action, ou l'avant-dernière action, où ils relancent depuis leurs 22 mètres alors qu'ils viennent de repasser devant. On est à la 78e minute de jeu. C'est un match compliqué, t'es accroché chez toi à domicile, tu viens à peine de repasser devant. La première chose à faire, je suis désolé, c'est de se dégager le plus loin possible, même si tu trouves pas la touche. Et au lieu de ça, les Bordelais, ils ont voulu relancer. Au final, il y a Lucu qui envoie sur Ngibous, le pauvre qui est tout seul, il se fait gratter. Pénalité de Berdeux, victoire de Lyon. Et c'est en ça que je trouve que les leaders de Bordeaux n'ont pas été assez lucides sur cette fin de match et qu'ils ont peut-être été trop naïfs. Mais bon, sinon, sur ce match, il n'y a rien à dire. Lyon a mérité sa victoire pour tout ce que j'ai dit auparavant. Et pour Bordeaux, je pense qu'il faudra faire attention à cette période de doublon. On se souvient que l'an dernier, ils avaient eu une défaite au Stade Français à peu près à la même période, fin janvier, juste avant le tournoi à destination. Et après, il y avait eu quelques matchs un peu galères. Donc, attention à Bordeaux. Et Lyon, il faut rappeler quand même qu'ils n'ont pas perdu depuis que Guézal est arrivé, du moins pour le top 14. Enfin, le dernier match de dimanche soir, c'était Toulon qui recevait La Rochelle. Bon, pour le coup, c'était un match sympa, sûrement le meilleur de la journée. En premier temps, on a vu beaucoup d'intention de jeu de la part des Rochelais et notamment de la part de leurs trois quarts. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison globalement. Toulon, je trouve qu'ils jouaient de manière trop individuelle. Et avec le ballon, même quand il y avait des avancées ou des récupérations, il se montrait assez inefficace. J'ai en tête notamment ces deux interceptions de Priso, dont une qui amène à l'essai de Leeds, si ma mémoire est bonne. Et donc La Rochelle mène à la mi-temps, mais malheureusement pour eux, en seconde mi-temps, ils vont craquer, puisque la jeunesse rochelaise ne va pas tenir. Bon, ça semble logique, vu que Toulon avait plutôt une équipe assez type, surtout que leur pack commençait à concasser les Rochelais. Ça s'est notamment vu, puisque 4 des 5 essais marqués par Toulon en seconde mi-temps ont été inscrits suite à des pick and go. De plus, du côté de La Rochelle, je trouve qu'on a vu de gros errements défensifs. Je pense notamment à Noël qui fait une montée sur personne sur l'essai de Dréan et qui ouvre la porte pour Esteban Abadi. Et après, Abadi donne à Villiers, Ruck, puis Dréan arrive comme une flèche et marque un essai. Et tout ça, ça part d'une montée fantôme de la part de Noël. Enfin, le dernier aspect qui a permis à Toulon de revenir, c'est clairement l'indiscipline rochelaise. Et dernière petite remarque sur ce match, je trouve que des deux côtés, pas forcément en avantageant une équipe ou une autre, l'arbitre a été plutôt laxiste sur les zones de ruck, et on sait que c'est l'arbitre qui va arbitrer France-Pays de Galles vendredi, donc on sait à quoi s'attendre, on sait que dans les rucks ça va être un petit peu le bordel. Bref, maintenant passons au top et au flop, et on va commencer par les tops et par le Lyonnais David Nignashvili. Ça a été clairement le Lyonnais le plus dangereux sur ce match. Il y a son essai en début de match, et globalement c'était lui à chaque fois qui remettait Lyon dans l'avancée. Le deuxième top, c'est Louis Lebrun, le numéro 10 castré, qui je trouve a fait un excellent match dans la conduite du jeu. Il revient bien après une période plus compliquée, notamment en décembre, début janvier. Seul couac dans sa prestation, ça a été son carton jaune qui aurait pu coûter cher à Castres,
mais ce n'a pas été le cas, donc je vais retenir sa bonne performance. Et enfin, le dernier top, je l'avais mis en flop sur le week-end précédent, mais là c'est Francisco Gorissen, parce que pour le coup, il a eu un abattage offensif comme défensif assez impressionnant. Il était partout. C'est clairement un leader hyper exemplaire et il est récompensé avec un essai. En flop, j'ai commencé par Stuart Hogg. Bon, je trouvais que sa couverture, parce qu'il est en retrait en défense, elle était catastrophique. Il a jeté plusieurs ballons de manière très dangereuse qui aurait pu amener l'essai de Toulouse et il est notamment fautif sur le deuxième essai de Delibes. Le deuxième flop, c'est Francis Sailly parce que le geste est honteux, c'est un plaquage hyper dangereux et il aurait pu coûter le match d'entrée de jeu pour son équipe vu qu'il prend un rouge à la 4e minute. Et enfin le dernier flop, j'en ai déjà un peu parlé mais c'est Jack Noel. Bon déjà pour ses errements défensifs comme je vous l'ai dit, mais aussi je l'ai trouvé assez peu inspiré en attaque, il s'est notamment gratté un ballon. J'ai pas trouvé qu'il ait eu un gros impact et en plus ça a été un assassin en première mi-temps puisqu'il a coffré le ballon sur une belle avancée rochelaise alors que s'il sautait pour Jules Favre, c'est tout. Au niveau du classement, Toulon revient bien avec sa victoire bonifiée et n'est plus qu'à 3 points du duo tête. Vannes se relance, mais clairement la bonne opération, elle est pour Lyon, qui se détache petit à petit de cette 13e place et qui peut, mine de rien, avec une bonne dynamique, recommencer à regarder vers le top 6. Pour ce qui est de mes pronos, on a d'abord Bayonne-Bordeaux-Bègles, et je pense que Bayonne va profiter du fait que Bordeaux a beaucoup de blessés d'internationaux pour gagner ce match. Lyon-La Rochelle, on a vu des Rochelais qui étaient quand même un peu mieux, mais pareil, comme Bordeaux, ils ont des blessés et des internationaux, et Lyon, mine de rien, n'a plus perdu depuis que Gazal est là, donc je vais dire Lyon. Racing-Vannes, je vais tenter le gros coup avec Vannes qui pourrait aller gagner au Racing, qui est clairement hyper malade en ce moment. Stade Français Pau, je pense que les Parisiens vont gagner face à Pau, mais dans un match accroché, donc peut-être un bonus défensif pour Pau. Perpignan-Castres, c'est un match hyper intéressant puisque c'est Perpignan qui est toujours compliqué à manœuvrer chez lui, face à Castres qui revient bien en ce moment, donc Perpignan, mais d'une courte tête. Montpellier-Toulon, c'est un match intéressant entre deux équipes plutôt en forme en ce moment, et je vois les Toulonnais aller gagner à Montpellier. Et enfin, Clermont-Toulouse, Clermont doit absolument gagner ce match. Et pour moi, ils vont le faire, mais pareil, de manière accrochée, donc bonus défensif pour le Stade Toulousain. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche et m'écrire un commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir et surtout, ça m'aiderait grandement. Enfin bref, on se dit à dans quelques semaines pour l'analyse de la 16e journée. C'était Bourrichon, ciao ciao.